Il n'y a jamais eu autant de médecins en France et pourtant les déserts médicaux gagnent du terrain. Des zones rurales et de grandes villes manquent de généralistes. Décrocher un rendez-vous chez un spécialiste peut prendre jusqu'à 1 an d'attente. Comment en sommes-nous arrivés là et quelles sont les solutions à mettre en place pour garantir le même accès aux soins pour tous? Réponse dans ce nouveau numéro d'Enquête de région. La Nouvelle-Aquitaine est la deuxième région de France la mieux lotie en nombre de médecins. Ils sont notamment formés ici à Poitiers, mais la répartition de ces médecins sur le territoire est très inégale. Les Deux-Sèvres, par exemple, non loin d'ici, comptent environ 300 médecins pour 100 000 habitants, c'est près du double en Gironde. En France, l'Ordre national des médecins juge la situation alarmante face à la pénurie de généralistes qui va encore s'aggraver. Alors, peut-on vraiment lutter contre les déserts médicaux ? La réponse, vous allez le voir, est loin d'être simple. Contrairement à certaines idées reçues, de jeunes médecins aiment à courir la campagne, avec engagement et passion. En janvier, j'ai fait un accouchement, oui. Il paraît que c'est quelque chose qu'on voit à peu près une seule fois dans une carrière de médecine générale. Et moi, je l'ai fait au bout de 2 mois. Obtenir un rendez-vous pour une consultation ophtalmologique à Poitiers. Mission impossible? Alors, le docteur Collet ne prend pas de nouveaux patients au cabinet complet là sur 1 an. Sur 1 an? Oui. Quand nouvel hôpital rime avec rural. À Libourne, l'établissement flambant neuf a aussi pour vocation de combler un désert médical. Pour lutter contre les déserts médicaux, certains étudiants en médecine ici à Poitiers bénéficient d'une aide financière pour exercer plus tard dans un désert médical. Est-ce un gadget ou un vrai progrès? On en parlera tout à l'heure avec mon invité. Première enquête tout d'abord en Corrèze et en Haute-Vienne. Vous allez voir que l'offre de soins se réorganise face au manque de médecins. Une réorganisation parfois avec succès, parfois aussi avec grande difficulté, notamment dans les communes qui ont choisi de faire venir un généraliste roumain pour remplacer un médecin sur le départ. En janvier, j'ai fait un accouchement, oui. Il paraît que c'est quelque chose qu'on voit à peu près une seule fois dans une carrière de médecine générale. Et moi, je l'ai fait au bout de 2 mois. Et le bébé va bien? Mais tout le monde va bien. Timothée Grenaille a 30 ans, il est de Limoges. Le 4x4 sous la neige, ce n'était pas vraiment son projet de vie. Pourtant, il s'est installé à Buja, au cœur du plateau de Millevaches. Il a choisi de travailler dans le pôle de santé 1000 soins, une organisation novatrice, justement portée par les soignants. Par contre, vous pourriez boire un peu plus. C'est peut-être un peu plus? Oui, d'eau. Oui. Oui. Ouais. C'est une maison de santé sans les murs, sur plusieurs sites où 6 médecins collaborent grâce à un système informatique partagé et les anciens accompagnent les nouveaux. Il est venu avec le docteur Prioul pendant, je sais pas moi, peut-être 6 mois. Pendant 6 mois, oui. Pendant 6 mois. C'est les stages de médecine ambulatoire qui permettent ce compagnonnage et qui permettent de s'introduire progressivement chez les gens, donc de gagner leur confiance. Là, je vois Madame Bess aujourd'hui, mais si dans 5 jours, moi, je ne peux pas aller la voir ou qu'elle a besoin et que je ne peux pas assurer, tout ce qui s'est passé là, je vais le consigner dans le dossier et le médecin qui va intervenir aura accès à ces données et aura un peu mon cheminement de pensée, ce qui permettra d'optimiser un peu la suite de la prise en charge, même si ce n'est pas moi qui interviens. Voilà. C'est ce fonctionnement qui l'a séduit, avec aussi une pratique de la médecine qu'il a appris à découvrir et à apprécier. Aujourd'hui, il assure une prise en charge en cabinet comme sur le terrain, ici chez une patiente tout juste opérée du cœur qui présente à nouveau des douleurs préoccupantes. Sur les symptômes que vous avez, c'est assez typique d'un problème de cœur. L'électrocardiogramme, il est très rassurant. Donc pour pouvoir départager, il vaut mieux avoir la prise de sang rapidement. D'accord ? C'est que vérifier, Solange. D'accord ? Je trouve, moi, dans ma relation à la patientèle,
que c'est bien de savoir où est-ce qu'ils habitent, comment est-ce qu'ils habitent, s'ils ont un chauffage tout récent ou alors une vieille cheminée où il y a le brouillard toute la journée dedans. Enfin, après, on n'a pas la même vision de leur santé et on ne va pas dépister forcément pareil, quoi. C'est le pharmacien de Buja qui coordonne le réseau. Ah, vous avez médecin. Oui. Antoine Priou milite pour cette nouvelle organisation des soins basée sur l'entraide plutôt que sur la concurrence. Il a de qui tenir, son père est pharmacien et sa mère médecin généraliste dans des villages voisins. Déjà une petite question. Pour la thèse de Cyril, qu'est-ce qu'on lui offre? Ah oui. Comme souvent, la soirée se termine donc chez les parents Priou qui ont l'habitude d'héberger des étudiants en médecine pour leur montrer la convivialité du travail en commun, mais aussi pour leur donner envie de rester. À force de prendre des internes, des stagiaires, c'est vrai que les médecins généralistes du coin ont permis l'installation de jeunes médecins. Donc déjà, on peut se dire que ça fonctionne bien dans un contexte de désertification. Et maintenant, l'idée, c'est de roder le système en multisite pour se dire, au final, la maison de santé physique, on s'en fout un peu. Ce qui est nécessaire et ce qu'il faut, c'est un état d'esprit travailler en équipe et puis une connexion Internet pour avoir un outil partagé. On ne peut pas mentir aux gens et leur faire croire que rien ne va bouger jusqu'à la nuit des temps sous prétexte qu'il y a un médecin dans un village. Ça, c'est même assez honteux de faire croire ça aux patients et de se le faire croire à soi-même. On n'obtient rien comme ça en claquant des doigts. Bah tiens, il y a bien quelqu'un qui va venir s'installer là. Non, par les temps qui courent, c'est juste pas possible. Et on s'aperçoit que pendant 40 ans, quand même, on a fait très essentiellement de la médecine. Jean-Félix Plière est un jeune retraité détendu. Il exerçait avec son épouse, médecin aussi, dans leur cabinet d'Aigleton en Corrèze. Ce travail d'une vie vient d'être transmis à un nouveau couple de médecins. Les Plières ont pris en main une recherche longue et difficile. Les premières annonces dans les revues médicales sont restées sans réponse jusqu'à ce qu'un cabinet de recrutement les contacte. À partir du moment où on a compris qu'on ne trouverait pas de médecin français et qu'on a eu cette agence qui nous a contactés, nous a dit, nous, on peut vous proposer un couple de médecins, ou un couple de médecins d'origine étrangère, communauté européenne, donc soit roumain, espagnol, portugais, néerlandais, allemand. Bon. Et donc, on a dit, on fonce. Ils arrivent de Roumanie, donc ils ont appris un français plus littéraire, et ils ont parfois été surpris par le fait que les Français ne parlaient pas un français tout à fait comme ils l'avaient appris. Les nouveaux médecins ont investi financièrement pour s'installer, avec aussi les enfants et la belle-mère. C'est un gage de sérieux. Et pour les Plières, la vraie retraite attendra un peu. Les anciens accompagnent de près les nouveaux, un peu pour la médecine, beaucoup pour l'administratif. Il faut aussi préparer les patients à ce changement. Messieurs, dames, viens juste dire bonjour. Hein? Ok. Il n'y a pas eu de problème. Il m'a donné tous les médicaments qu'il fallait. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Donc ça s'est très bien passé. Très bien. D'accord. Très parfait. bien. Okay. Et comme d'habitude, la bronchite, 15 jours après que vous soyez parti. Pour filmer les nouveaux médecins, il a fallu insister beaucoup. Pas d'interview, trop timide. Mais pour entendre l'accent roumain à Aigleton, les occasions restent nombreuses. Aigleton, 5000 habitants, un IUT et depuis quelques années, une maison médicale au cœur de la vieille ville. Niveau géographique, là, on est au point le plus haut d'Aigleton, à part le clocher, forcément. Donc, on a un point de vue à couper le souffle lorsqu'on est donc dans les étages. Dans les étages, les Roumains sont bien représentés. Une dentiste et 4 kinés. Oui, je me permets de rentrer, Roxana. Bonjour. La première arrivée il y a 5 ans, c'est Roxana Cantour. Elle connaissait un enseignant roumain de l'IUT qui lui a fait découvrir la région. Elle a choisi de s'y installer, puis de recruter. On a eu toujours de plus en plus de patients qui avaient besoin et qui n'avaient pas où aller. Du coup, moi, je n'arrivais pas à faire toute seule. Du coup, j'ai commencé à chercher. J'ai cherché d'abord en France. Personne n'était intéressé. Et c'est comme ça qu'après, la seule solution qu'on avait, c'était de chercher où on connaissait le mieux, quoi. Du coup, on a cherché chez nous. J'attends mon mari, d'ailleurs. Il est ingénieur. Mais dans la région, il n'y a pas beaucoup de demandes dans ce domaine. Du coup, il va changer de métier, il va faire kiné.
Justement, il va s'installer ici, on va s'associer et on travaillera encore. Je suis un maire serein. L'an dernier, j'étais un peu moins serein puisque la famille Plière partant en retraite, je craignais d'avoir que 2 ou 3 médecins généralistes sur Égletons. Mais écoutez, cette année, je suis beaucoup plus serein, effectivement. Tous les élus de Corrèze ne sont pas aussi paisibles. Nous sommes à Sornac, 800 habitants, dans l'exploitation du maire. En 2012, nous avions suivi avec lui l'arrivée du docteur Mihaela Tiganous, une Roumaine. La mairie avait financé toute son installation, l'achat de la patientèle, du matériel, le loyer du cabinet. Aujourd'hui, le bilan est mitigé. Le médecin n'a pas de permis de conduire, son mari doit l'accompagner, les visites à domicile sont limitées, elle consulte peu à la maison de retraite et son caractère fait aussi débat. Elle n'a pas souhaité nous recevoir, mais le maire veut tout de même la défendre. Le médecin qui a pris sa retraite avait une belle clientèle, donc il fallait continuer à tout prix. C'est pas toujours simple parce qu'elle n'avait pas toutes les habitudes françaises et la patientèle est quelquefois difficile. Même si c'est pas tout à fait ce qu'on attendait, c'est mieux que rien. Un médecin à tout prix. Cela devient un business pour les agences de recrutement et un casse-tête pour des élus locaux sous pression. Bien. Alors là, nous voici dans le cabinet médical à proprement parler. La salle d'attente qui a été, comme vous le voyez, non, vous ne le doutez pas, mais qui a été rafraîchie. Arnac-la-Poste, en Haute-Vienne, 1000 habitants. Le nom burlesque de la commune n'a pas suffi à retenir le nouveau médecin roumain qui est parti après seulement 1 an d'activité. On a équipé ce cabinet médical d'une paillasse aux normes aussi. La mairie fait pourtant tout pour attirer, avec entre autres ce cabinet qu'elle a entièrement financé. À défaut d'optimisme, restons déterminés et continuons à chercher et une solution se fera sans doute jour. Alors vous voyez, on rentre d'un côté, donc toute confidentialité, le patient ressort par là. Voilà. Aujourd'hui, épaulée par son prédécesseur, Madame le maire multiplie encore les démarches pour trouver un nouveau médecin. Par contre, le second cabinet de recrutement est plutôt orienté sur un recrutement beaucoup plus large en termes d'étrangers, des Sud-Américains, des Africains. Mais tous deux savent maintenant qu'il sera difficile d'avoir un médecin à temps plein dans la commune. Ils commencent à parler de réseau, de partage, de collaboration entre cabinets. Encore faut-il que les professionnels de santé leur donnent un coup de main. Il faut qu'il y ait une volonté de la profession. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques années, il y a 5 ans, quand nous avions réuni les médecins du secteur et les professions paramédicales, ça n'était pas une volonté des médecins du secteur. Et on peut le comprendre parce que ces médecins étaient, je l'ai dit, âgés. Donc pour eux, s'engager dans une maison de santé n'était pas leur objectif. Donc c'est pas facile. Il n'y aura plus dans l'avenir un médecin par clocher et ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour la bonne prise en charge des patients. Mais comme à Égletons ou sur le plateau de Millevaches, c'est aux soignants de s'organiser. La route est encore longue. De retour à l'université de médecine et pharmacie de Poitiers pour cette enquête de région sur les déserts médicaux. Alors faut-il inciter ou contraindre les jeunes médecins à s'installer dans ces déserts médicaux? On en parle avec vous, Pascal Roblot. Merci de nous accueillir dans cette faculté dont vous êtes le doyen. Alors, je le disais tout à l'heure, certains étudiants bénéficient d'aides financières lorsqu'ils sont étudiants pour s'installer plus tard en zone déficitaire. Comment fonctionne ce dispositif ? Alors, c'est un dispositif qui est très simple puisque l'étudiant prend un engagement de s'installer dans une zone déficitaire correspondant au temps ou à la durée pendant laquelle il a perçu cette prime. Pendant ses études. Pendant ses études, mais avec en plus un dispositif intéressant qui est un dispositif d'aide à l'installation. C'est-à-dire qu'il a aussi accompagné dans son projet, par exemple, de maisons médicalisées, de cabinets de groupe ou autres, pour pouvoir faire un projet qui correspond le mieux au territoire. Alors qu'est-ce qui rebute tant les jeunes médecins à s'installer dans ces secteurs isolés aujourd'hui ? Il y a beaucoup de choses. D'abord, comme je vous le disais, il faut que ce soit un désert en santé qui ait tout autour de lui. C'est-à-dire qu'il y ait des pharmacies, qu'il y ait d'autres services. Des kinés, etc. Et puis nos jeunes sont issus de milieux urbains. Pour la plupart maintenant, comme la plupart des Français, donc ils préfèrent les milieux urbains. Et enfin, ils ont aussi, à l'âge où ils s'installent, des contraintes, puisqu'ils ou elles sont en général ou mariés ou vivent en couple, et souvent avec des enfants. Et donc c'est une contrainte majeure à l'installation dans une région.
Malgré ces incitations financières, le nombre de généralistes a continué à diminuer en France et dans la région. Les incitations, c'est bien, mais est-ce qu'il faut passer un moment à la contrainte ? Alors c'est quelque chose qui ressort régulièrement. On peut effectivement être surpris quand même de constater les disparités de territoire qui sont quand même majeures entre par exemple les zones littorales et ne serait-ce que dans le même département, la partie plus septentrionale du département. C'est une des questions qui mérite d'être posée. C'est le cas pour d'autres spécialités de santé. Pourquoi les médecins aujourd'hui ne veulent pas entendre la Cour des comptes qui préconise de dire c'est fini la liberté d'installation ? Les pharmaciens d'officine n'ont pas le choix, ils s'installent là où il y a des officines libres. Les infirmières maintenant aussi ont des contraintes. D'abord c'est culturel. Et ensuite il faut voir que ce qui serait compliqué c'est de leur expliquer qu'à 30 ans, tout d'un coup il faut qu'ils changent le modèle dans lequel ils ont été, entre guillemets, élevés. C'est-à-dire qu'on leur a élevés en disant « vous avez la liberté d'installation », ils se marient, ils ont des enfants, et puis tout d'un coup on leur dit « non, finalement c'est fini ». Je pense que si les choses étaient prévues depuis le début, ce serait déjà plus clair. Et plus que des contraintes majeures, peut-être déjà penser plutôt à une meilleure répartition des disciplines dans les régions. Bon, restez avec nous, Pascal Roblon, on reviendra avec vous tout à l'heure. On parlait à l'instant des attentes des jeunes médecins qui veulent notamment être salariés dans des maisons de santé et parfois ils sont employés par des communes. C'est le cas à Arcachon en Gironde ou en Dordogne, ainsi à Bergerac. La ville emploie 3 généralistes pour pallier la pénurie de médecins libéraux. À première vue, c'est un médecin comme les autres. Seule particularité, il a été recruté non pas en profession libérale, mais comme salarié par la ville de Bergerac. On a des secrétaires qui font les encaissements, on a le matériel qui est mis à notre disposition par la mairie. Et nous, on arrive, on doit faire uniquement notre travail de médecin. Comme lui, ils sont 3 généralistes à avoir pris leur quartier dans ce centre municipal de santé. 35 heures hebdomadaires et une trentaine de patients à soigner chaque jour. Mais qu'en est-il de leur rémunération ? Difficile d'y répondre. Je ne pense pas qu'on gagne moins, je pense qu'on gagne différent. Parce que c'est vrai que comme libéral, quelquefois vous gagnez trop, mais vous payez l'URSSAF, la CAF et beaucoup de frais. Ouvert en février 2017, le centre répondait à une urgence, le manque de généralistes à Bergerac. En 2008, ils étaient 38, ils n'étaient plus que 23 en 2016. À l'époque, la situation était intenable. Nous avons ici un listing d'environ 1600 patients qui se sont déclarés sans médecin traitant. Derrière chaque nom, je dirais, il y a une histoire, il y a aussi des gens qui étaient extrêmement angoissés. Aujourd'hui, le centre a accueilli plus de 4500 patients. Parmi eux, 1400 ont enfin trouvé un médecin traitant. Face à l'affluence, un généraliste vacataire vient prêter main forte. Un 4e recrutement est même envisagé. En France, il existe 500 centres de santé comme celui-ci. Peut-on vraiment lutter contre les déserts médicaux ? C'est donc la question centrale de cette enquête de région. On retrouve Pascal Roblon, doyen de cette faculté de médecine et pharmacie de Poitiers. Vous pointez notamment du doigt le problème du numerus clausus, c'est-à-dire du nombre de médecins que vous êtes autorisés à former chaque année. Pourquoi ce numerus clausus serait l'une des clés pour résoudre ce problème des déserts médicaux ? Alors écoutez, le numerus clausus, il dépend de 2 choses. D'abord de chiffres fournis par l'État, mais aussi des besoins qui seraient évalués. Mais si on modifie le numerus clausus, les effets se font sentir que dans 10 à 15 ans, dans le meilleur des cas. Le temps des études. Voilà, le temps des études, le temps de spécialisation, rallongé parfois de différents problèmes, santé, etc. Ce qui fait qu'on ne peut pas, dans le meilleur des cas, mettre entre guillemets sur le marché un médecin avant moins de 10 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu suffisamment d'anticipation des pouvoirs publics pour gérer aujourd'hui la crise des déserts médicaux ? Alors, pouvoir public ou pas, en tout cas, clairement, on a eu un problème effectivement d'anticipation. On n'a pas anticipé les départs à la retraite des baby-boom, comme vous le disiez. On n'a pas non plus anticipé l'évolution des pratiques professionnelles et l'évolution des contextes. Les gens demandent à travailler 35 heures. Les médecins actuels ne veulent plus travailler 60, 70, 80, 90 heures. Ils veulent réduire leur temps de travail. Et par conséquent, là, vous aviez un médecin généraliste qui travaillait 7 jours sur 7. Eh bien, il en faut 2, voire 3 pour le remplacer.
Et ce loupé, entre guillemets, d'anticipation, aujourd'hui, c'est toujours le cas ? Alors certainement moins, puisque l'État a pris conscience de la nécessité d'augmenter le numerus clausus. Ça n'est pas le seul problème, mais on peut quand même considérer qu'on est capable de former, je pense, suffisamment de médecins pour les années à venir, à condition que tous s'installent et exercent, ce qui n'est pas forcément le cas, et ou à temps plein, et que les besoins de santé de la population ne varient pas brutalement du jour au lendemain. Ce dernier point, à mon avis, il y a peu de chances quand même que tout d'un coup l'état de santé de la population française se modifie de façon majeure. Ouais. Tout à l'heure, on parlait peut-être d'une contrainte d'installation des médecins ou d'une incitation. Est-ce que ce n'est pas finalement aux médecins eux-mêmes de repenser leur profession ? Il faut repenser des métiers. La surveillance de certains traitements, par exemple, et ça parfois bien mieux fait par des infirmières référentes, notamment, on le sait par exemple dans le diabète, avec des gens qui sont formés, dont les compétences sont centrées là-dessus. Alors la réorganisation de l'offre de soins passe depuis quelques années par les maisons de santé. Nous serons dans l'une d'elles tout à l'heure avec mon prochain invité, le directeur général de l'Agence régionale de santé. Avant cela, autre enquête, cette fois sur la pénurie de médecins spécialistes dans de grandes villes. Comme ici à Poitiers, il faut par exemple près d'1 an pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmologiste. Des solutions sont mises en place pour tenter de gérer cette pénurie. Regardez. Poitiers, 90 000 habitants intramuros, serait-elle devenue un désert médical ? Des mois de délai pour un simple rendez-vous chez un spécialiste, dentiste, dermatologue, gynéco ou ophtalmo, le constat est-il alarmiste ou est-ce devenu une réalité ? Pour en prendre la mesure, nous nous sommes mis dans la peau d'un nouveau Poitevin, bien décidé à y voir clair. Un annuaire en ligne, nous voulons un rendez-vous chez l'ophtalmo. Première tentative en centre-ville de Poitiers. Je vous appelais pour savoir s'il était possible de prendre rendez-vous et dans quel délai surtout. Vous êtes déjà venu? Non, non, pas du tout. Non, moi j'ai pas, monsieur. Je suis navrée. Vous ne prenez pas de... Non, je ne peux pas, monsieur. Je suis désolée. Pas de nouveaux patients ici. À vrai dire, on s'y attendait un peu. Deuxième chance, un peu plus loin. Seuls les patients ayant déjà un dossier pourront obtenir un rendez-vous. Ah bah comme ça c'est clair. Allez, pas de découragement, la liste est encore longue. Vous avez déjà un dossier chez nous? Non, pas du tout. Alors le docteur Collet ne prend pas de nouveaux patients, son cabinet est complet là sur 1 an. Sur 1 an? Oui. Par contre, vous savez que le docteur Gomez, elle est en secteur 2, c'est-à-dire qu'il y a un dépassement d'honoraires. D'accord, de quel ordre? Donc il y a 12 € qui n'est pas remboursé sur les consultations. D'accord. Pour toute urgence en dehors des heures d'ouverture, adressez-vous aux urgences du CHU ou de la polyclinique. Au revoir et merci de cet appel. Bilan de l'expérience, en dehors des praticiens qui exercent en clinique ou en société d'exercice libéral, pas de rendez-vous. Dans ce centre médical en périphérie, le délai est un peu plus court, mais le secrétariat n'est ouvert qu'une fois par mois et pendant 2 heures seulement. Cela suffit à remplir tout l'agenda. Il faut appeler à des heures bien précises et des jours bien précis, notamment en début de mois. Et sinon, il faut attendre 3-4 mois après pour pouvoir appeler, demander à nouveau un rendez-vous, quoi. Effectivement, il faut appeler 8 heures. 8h05, parce qu'après vous pouvez, moi par exemple quand j'appelle pendant 1 heure, et ben ça tourne en fait. J'arrive à avoir un rendez-vous, mais vous avez 2 heures. De 8 à 10, à 10h02 c'est fini, il n'y a plus personne. Bref, la situation n'est satisfaisante pour personne et les ophtalmos ne sont pas les seuls à s'en alarmer. Il faut peut-être laisser agir un peu la pommade antibiotique avant de faire quoi que ce soit. Le docteur Ariel No est dermatologue et comme tous ses confrères exerçant en libéral, son emploi du temps est complet. Oui, le matin, 10h15 ou en fin de matinée, enfin comme vous préférez. C'est extrêmement pénible parce que les gens ne comprennent pas qu'on leur donne des rendez-vous à 4 mois. Pour la dermato, c'est vrai que c'est long et on est tous prêts à la gorge, quoi. Difficile même de caser toutes ces urgences. Comme beaucoup, elle dénonce le fameux numerus clausus à l'entrée des études médicales et le trop faible nombre de jeunes spécialistes formés par rapport au départ en retraite. Comme il en manque un peu partout, ils vont s'installer préférentiellement pour notre région à La Rochelle ou à Bordeaux,
plutôt qu'à Poitiers. Et puis, on a quand même une population vieillissante. Donc, qui dit cancer de la peau dit surveillance. Une surveillance pour les mélanomes, ça va être tous les 6 mois. Plus la population vieillit, plus il y a un nombre de personnes à surveiller important. Cabinet de dermatologie, bonjour. Mais quand vous dites c'est vraiment vilain, c'est-à-dire? La grosse erreur, à mon avis, c'est de se focaliser sur ce numerus clausus, parce que si on prend les chiffres globalement, il n'y a jamais eu autant de médecins en France. Les médecins qui exercent, dans la grande majorité, ne veulent plus exercer en libéral, et encore moins isolés, etc. Donc c'est pas parce que vous allez augmenter le nombre de médecins qui vont sortir de la faculté que vous allez avoir plus de médecins automatiquement qui vont s'installer en libéral. C'est pas le cas. Les médecins qui sortent de la faculté, ils veulent avant tout une activité salariée, ils veulent ne pas terminer trop tard le soir, ne pas effectuer de garde, etc., etc. Ce sont donc les conditions d'exercice en libéral qui n'attirent plus. Et pourtant ici, dans la petite ville de Chauvigny, ce n'est pas un, mais 2 jeunes dentistes qui ont repris ce cabinet au sein d'une maison médicale quelques mois après sa fermeture. Notre dentiste est parti, donc il fallait retrouver et on est revenu à notre cabinet et ça se passe très très bien. On est tombé en panne de dentiste pendant combien de temps? 6 à 9 mois, je crois. Oui, 6 à 9 mois, oui. C'était un vrai problème. C'est très compliqué pour les patients de trouver un dentiste qui est allé sur Verrières, qui faisait 30 ou 40 km pour trouver un dentiste. Très bien. Donc on va faire le détartrage aujourd'hui et puis on va se revoir parce que vous avez une toute petite carie sur une prémolaire sur un autre rendez-vous. Le docteur Ismaël Bouchiba est le premier à s'être installé pour exercer dans cette zone rurale et sous-dotée il y a 2 ans, un choix peu courant parmi ses jeunes confrères. Je me suis installé à Chauvigny parce que je suis de Poitiers, j'ai grandi à Poitiers, j'ai fait toutes mes études à Poitiers et par la suite j'ai réalisé mes études de chirurgie dentaire à la faculté d'odontologie de Bordeaux et puis ça m'est paru assez naturel de revenir à Poitiers. J'ai choisi Chauvigny parce que j'ai eu l'opportunité de reprendre une patientèle qui était laissée vacante depuis 6 mois. Voilà, et puis ensuite j'ai le docteur Becker Guillaume qui m'a rejoint, ce qui est un confrère de promo. Pouvoir exercer à plusieurs et entourer d'autres professions médicales, c'était la condition principale de leur installation. Travailler à la campagne tout seul, c'est un peu difficile, on a quand même beaucoup de travail. Donc être à 2, c'est beaucoup plus agréable de travailler. Pour les vacances, on se partage les vacances pour rester là, prendre les urgences. Résultat, un agenda ramené à 3 semaines, ce qui satisfait le président du Conseil de l'Ordre, venu faire un point sur leur installation. Car le docteur Bouchiba a bénéficié d'une bourse départementale de 600 € par mois pendant ses dernières années d'études, charge à lui de poser son siège dans une zone de désertification médicale pendant au moins 7 ans. Ça va dans le bon sens. Les jeunes confrères sont de plus en plus au courant, parlent entre eux, et puis ils se rendent compte que les conditions de travail, même en milieu rural, sont bonnes. Donc ça ne peut que monter en puissance, je dirais. Si les zones de désertification médicale sont multiples, les moyens pour lutter contre doivent eux aussi être variés. C'est ainsi que le CHU de Poitiers a ouvert il y a quelques mois ce centre de soins dentaires, à mi-chemin entre le service hospitalier et les consultations libérales. Alors vous en êtes où? C'est des étudiants de Nantes, ils sont en fin de cursus, donc ce qu'on appelle nous les T1. Donc là, ils sont là pour valider leur stage de clinique de 6e année. Ils sont encadrés par des praticiens seniors. Pas moins de 8 fauteuils et un box dédié aux urgences, le centre accueille théoriquement jusqu'à 90 patients par jour pour des soins allant du simple détartrage à l'implant chirurgical, de quoi alléger un peu la pression sur les cabinets en ville. Mon projet, donc déjà terminer mon année et peut-être faire des collaborations dans un premier temps, voire prendre de l'expérience, travailler avec du matériel qu'on n'a pas à la fac et dans un second temps m'installer, je ne sais pas encore exactement où, peut-être dans la région où je suis originaire de Poitiers, mais voilà, j'ai pas encore d'idée, c'est un peu flou. Car c'est aussi l'objectif à moyen terme, donner l'idée à ces jeunes dentistes de rester dans la région. Chaque année, une trentaine d'étudiants poitevins partent en fac dentaire à Nantes et Bordeaux. Rares sont ceux qui reviennent, mais cela pourrait changer.
Au bout d'une année, c'est déjà le cas. On est là à peu près sur 5 étudiants stagiaires qui vont rester dans la région. Ça m'a intéressée parce que du coup, moi, j'ai fait mes études à Bordeaux. J'ai de la famille à Paris et je trouvais que la zone de Poitiers et les environs était à mi-chemin un peu entre les deux. Et en plus de ça, c'est un désert médical. Du coup, je trouve ça important quand même de m'installer ou de travailler dans une zone qui en a besoin. Bonne nouvelle pour nos dents, mais cela ne nous dit pas comment se faire prescrire de nouvelles lunettes. Côté ophtalmologie, les initiatives sont plutôt à chercher dans le secteur privé. Face à la pénurie, des cabinets d'un nouveau genre se développent. Prise de rendez-vous en ligne, examen réalisé par des orthoptistes, puis consultation accélérée avec le médecin. Les patients éconduits par ailleurs se retrouvent bien souvent devant cette porte. Il réalise également un interrogatoire. J'avais un délai beaucoup plus court ici qu'avec mon ophtalmologiste habituel. Ouais. C'était combien chez l'ophtalmo habituel? Alors, on m'a dit que ça pouvait aller jusqu'à 13 mois. D'accord. Et 13 mois pour vous, c'est voilà. Bah oui. C'est un peu long. Alors que là, j'ai eu en l'espace de 15 jours à peu près. Ça met du temps quoi, à avoir un rendez-vous, donc si on est comme moi en retard en plus, voilà, c'est annulé. Puis moi c'est pour lui, donc à cet âge-là on n'a pas partout quoi, sur Niort et tout ils prennent pas pour stage, alors du coup il y a qui c'est que je peux venir. Nous avons souhaité interviewer le fondateur de ces centres d'ophtalmologie, mais visiblement la question est sensible. La dernière fois qu'il s'est exprimé dans les médias régionaux, le docteur Pelen s'est fait attaquer devant le Conseil de l'Ordre par les autres ophtalmos de Poitiers. Il faut leur demander pourquoi ils sont comme ça. Je ne sais pas, ils se sont tous ligués contre nous, ils ne nous aiment pas. Voilà, donc moi je ne m'exprime plus. J'essaie de calmer les choses, vous voyez ce que je veux dire? Parler d'une organisation qui évolue au niveau national, hein, où on s'attache la collaboration d'autres spécialistes, que ce soit les orthoptistes, les optométristes, les opticiens dans un cabinet, c'est une évolution globale du métier qui n'est pas particulière à un seul cabinet. Mais si ça doit déboucher à une forme de publicité, effectivement ça c'est répréhensible. Pour lui éviter de nouveaux désagréments, nous avons donc enregistré le docteur Pelen à son insu. D'après lui, ces nouveaux modes d'exercice sont l'avenir de l'ophtalmologie. Je pense que notre système est un système qui fonctionne. On a vu 1 million de patients cette année sur toute la France, avec 300 ophtalmos. Moi j'ai qu'un souhait, c'est qu'on arrive à diminuer les délais. Après, il y a d'autres initiatives sur lesquelles on travaille, nous, comme la télémédecine, pour avoir par exemple un orthoptiste dans une ville un peu défavorisée qui fait tout le bilan et puis qui l'envoie à l'ophtalmo qui le valide électroniquement. La télémédecine, des bourses d'incitation pour les jeunes et surtout de nouvelles organisations de travail. Les spécialistes libéraux ne restent pas les bras croisés face au risque de la désertification médicale. Mais ces initiatives seront-elles suffisantes ou faudra-t-il en passer par des mesures plus radicales comme la fin de la liberté d'installation? Un prix pour l'accès aux soins que les médecins eux-mêmes ne semblent pas prêts à payer. Peut-on vraiment lutter contre les déserts médicaux? C'est la question centrale de cette enquête de région. Nous sommes à présent à 3 quarts d'heure de route de Poitiers, à Bonneuil-Matour, commune qui a créé cette maison de santé pluridisciplinaire. On y trouve des généralistes, des spécialistes, d'autres professionnels de santé. Ces maisons ont poussé comme des champignons en France. Il y en avait à peine une vingtaine en 2008, plus d'1 millier aujourd'hui. Et le gouvernement veut doubler leur nombre pour lutter contre les déserts médicaux. Et c'est l'Agence régionale de santé qui donne son feu vert à la création de ces maisons de santé. Michel Laforcade, vous êtes le directeur général de l'ARS en Nouvelle-Aquitaine. Ces maisons de santé, selon vous, c'est vraiment le couteau suisse pour résorber les déserts médicaux? Je pense en tout cas, de tous les outils qui ont été inventés ces dernières années, c'est le plus efficace et le plus opérationnel, qui s'est vraiment installé dans le paysage, ce qui veut dire qu'il répond à un besoin, en particulier un besoin des professionnels de santé. Plus de 1000 à l'heure actuelle sur tout le territoire. Le gouvernement souhaite multiplier par 2 très rapidement ce chiffre-là.
Ça correspond à ce que souhaitent les professionnels. Mais ce sont les communes qui financent comme la construction des structures en partie. Est-ce que c'est quand même leur rôle de s'occuper de santé publique? C'est à coup sûr leur rôle de s'occuper d'aménagement du territoire. Et indéniablement, pour l'ensemble de la population, l'offre de santé est un élément fondamental. Certaines de ces maisons de santé ont du mal quand même à faire venir un ou des généralistes. Je pense à Aventon, dans la Vienne, qui a mis 9 mois à en recruter un. Ça veut dire que ce n'est pas forcément la solution miracle. Pas la solution miracle, mais en tout cas la meilleure. Alors avant de poursuivre notre entretien sur les solutions d'avenir face aux déserts médicaux, regardons cet exemple sur l'île d'Aix en Charente-Maritime. Le seul généraliste part à la retraite, son successeur est en attente. L'inquiétude des habitants sans doute est vive, mais ils ont été soulagés par l'arrivée presque inespérée d'une infirmière. C'est une des rares à utiliser la voiture sur l'île d'Aix, car il lui faut sillonner ce petit croissant posé dans le Pertuis charentais. Toujours accompagnée de sa chienne Lipsy, la nouvelle infirmière a commencé sur les chapeaux de roue. Ça fait un mois, je bosse 7 jours sur 7, presque 24 sur 24, parce qu'en fait, quand le médecin n'est pas là, s'il y a une urgence, c'est moi qu'on appelle. C'est moi! Un planning surchargé, c'est pourquoi la dernière infirmière est partie, laissant les Aixois dans le désarroi. C'est du bonheur d'avoir une infirmière, vous savez. C'est notre sauveur, ça. Un tiers des Aixois ont plus de 80 ans et nécessitent des soins. Pour les plus dépendants, la présence d'une infirmière est capitale. Sans elle, il faudrait songer à quitter l'île. Sur le continent, je ne peux pas vivre. C'est pas possible, je serais morte si j'y étais restée. J'ai l'île dans le sang, quoi, c'est tout. C'est ma vie. Coucou! C'est Sophie! L'insularité, c'est aussi une intégration accélérée. Sophie connaît une bonne partie des habitants. Le tutoiement est de rigueur. Une figure quotidienne et rassurante pour Jacques. Il la voit matin, midi et soir pour les soins de sa femme. Avant, c'était plutôt la galère, en ce sens que sans infirmière, il fallait se substituer à elle, ce qui n'était pas facile. Et c'était très contraignant, évidemment. La récompense de tout ce travail, la voilà, une vie au grand air. Sophie a quitté Dijon et son centre hospitalier pour être plus proche de ses patients et aussi de la nature. Moi, je suis un petit peu plus loin dans la forêt. Moi, voilà, c'est ce qui me correspondait. Je n'étais déjà pas au centre-ville de Dijon, j'étais déjà dans la vallée de l'Ouche, donc au milieu des arbres. Voilà. Moi, ce qui me plaît, c'est de rentrer chez moi, d'être entourée des arbres, d'entendre les vagues. Changement de vie total. Seule ombre au tableau, la question financière. Sophie va devoir compléter son activité en rejoignant les pompiers et les sauveteurs en mer. Le médecin de l'île est également en pourparlers avec l'Agence régionale de santé afin de pérenniser un poste essentiel au bien-être des Aixois. On retrouve Michel Laforcade pour parler des solutions d'avenir contre ces déserts médicaux. Je rappelle que vous pilotez dans la région la politique de santé publique à l'ARS. On voit au fil de nos magazines l'inquiétude des habitants, des médecins eux-mêmes sur cette problématique des déserts médicaux. Comment expliquer que ces déserts médicaux continuent de gagner du terrain ? Nous avons en particulier en Nouvelle-Aquitaine une petite diminution du nombre de médecins. Nous avons actuellement 6145 médecins et depuis 5 ans, 170 en moins. Ce qui veut dire que certes, le problème est quantitatif, mais il est pour moi essentiellement qualitatif. Ce qui m'amène à dire que le terme même de désert médical me semble quand même impropre. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, la vraie problématique, c'est celle de la répartition de ces médecins. On voit bien qu'ici, à l'intérieur des terres, en Nouvelle-Aquitaine, il y a des secteurs très délaissés par rapport à la côte. Est-ce qu'on ne peut pas contraindre ces médecins à aller dans ces zones déficitaires ? La contrainte peut apparaître comme une solution, mais il est fort probable que le remède serait pire que le mal. Et qu'on est plutôt dans des logiques de persuasion, parce qu'avec le monde médical, comme avec d'autres disciplines, je crois que la persuasion sera meilleure conseillère. Nous avons tout un arsenal de solutions qui commencent à bas bruit à porter leurs fruits, qui ne vont pas du jour au lendemain porter une solution immédiate, mais qui commencent à porter leurs fruits. Vous pensez que dans les prochaines années, il n'y aura plus de déserts médicaux, même si vous n'aimez pas ce terme-là, mais enfin, en tout cas, même la Cour des comptes l'utilise. Je pense à la télémédecine. La télémédecine qui
finalement permet de se passer de la présence physique de professionnels à tel ou tel endroit. Et qui est en train, par exemple, d'amener sur des territoires une offre de spécialistes qui n'a jamais existé. Je pense en particulier à certaines vallées de notre région, certains territoires très ruraux, où on va faire de la téléconsultation en cardiologie, en dermatologie. Il faut qu'on mette l'accent sur l'implantation de ce dispositif dans les zones les plus prioritaires, par exemple, qu'on fasse de la discrimination positive. Alors dans la lutte contre les déserts médicaux, regardez ce dernier exemple d'une offre innovante, une offre de soins innovante par son organisation. C'est à Libourne en Gironde. L'hôpital public vient d'être refait à neuf pour attirer plus de médecins et plus de patients. Et pour ne pas concurrencer les établissements hospitaliers voisins, des partenariats ont été noués entre cet hôpital et les autres structures. Des partenariats qui permettent également de créer de nouveaux services. Un vaste territoire rural. À 50 km du CHU de Bordeaux, ça s'apparente à un désert médical. Mais au contraire, l'hôpital de Libourne a organisé la contre-offensive. Oui, dis-moi alors, qu'est-ce qu'il y a à Blaye? C'est un patient de 77 ans. Oui. 12 anti-agrégants plaquettaires. Oui. Vous voulez quoi comme séquence pour le coup? Donc on fait un scanner thoracique sans injection, puis un scanner au ton artériel. Donc ça va être entre 15 et 20 secondes. Dans le service d'imagerie médicale de l'hôpital de Libourne, le docteur Imad pratique la téléradiologie avec l'hôpital de Blaye, situé à 1 heure de route de là. Le diagnostic est posé à distance. Les examens et urgences sont pris en charge sans que les patients fragiles n'aient à se déplacer. Ils passent l'examen, ils nous envoient directement les images. Ça prend rapidement 1 minute. On reçoit les images sur notre PAX. Voilà, on interprète dans le quart d'heure ou les 20 minutes après. Nous avons des assistants dans le service qui ont été recrutés pour venir sur Libourne, mais également sur Blaye. Aujourd'hui, ils font la radio et l'échographie. Et nous avons notre confrère qui, lui, prend en charge le scanner en plus, ce qui permet une activité complète sur Blaye. Ainsi, les besoins en radiologie sont couverts 24 heures sur 24 et des investissements sont prévus. Nous avons des projets d'IRM pour Blaye en mutualisation avec le privé et le public. Et ainsi, nous allons non seulement pérenniser, mais on espère développer fortement l'activité de Blaye et éviter à toute la population de venir sur Bordeaux ou sur Libourne pour avoir la même expertise directement sur le site. Après 26 mois de travaux, le nouvel hôpital de Libourne voit le jour. Sur 45 000 mètres carrés de surface, le plus gros employeur du Nord-Gironde est entré dans une ère nouvelle, celle du confort des patients et des soignants. L'établissement couvre les besoins de plus de 150 000 habitants, situé en zone rurale et avec la plus forte densité de personnes âgées du territoire aquitain. Une des caractéristiques de notre territoire, c'est que c'est un territoire très vaste, défavorisé socialement, avec une difficulté d'accessibilité aux soins pour différentes raisons, à la fois géographiques, avec des déserts, comme vous l'avez cité, médicaux, avec des hôpitaux périphériques en difficulté, mais également une médecine libérale en difficulté, des difficultés d'accès aux soins financières. Il est de notre rôle, le service public, d'être un hôpital pivot de référence, de telle façon à ce que nous puissions offrir à nos concitoyens une offre de soins la plus diversifiée, la plus accessible possible. Ici, les patients viennent de tout le Nord-Gironde, mais également de Dordogne, Charente et Charente-Maritime. Dans certaines communes, il n'y a pas forcément de médecins disponibles. Quand il y a besoin d'une urgence et qu'on sait qu'on a un hôpital proche de chez nous, c'est sûr que ça rassure un minimum. Nous avons aussi des rendez-vous à Bordeaux et c'est plus difficile pour aller là. Beaucoup de circulation et bouchons, donc Libourne pour nous c'est mieux. 86% des 470 chambres sont individuelles et les différents services sont ouverts sur des patios en lumière naturelle. Avec un budget annuel de 225 millions d'euros, l'établissement jouit d'une situation financière saine et réalise depuis 9 ans des résultats excédentaires, d'où une partie du nouvel hôpital financée en fonds propres. Renforcer le pôle libournais permet de rayonner sur l'ensemble du territoire. Il est certain qu'avec les besoins qu'ont aujourd'hui les établissements en termes de compétences médicales, de compétences soignantes, en termes de matériel, il est difficile de maintenir des activités sans une collaboration entre établissements. Le centre hospitalier de Libourne travaille effectivement construit des coopérations avec l'hôpital de Blaye et avec l'hôpital de Sainte-Foy. Alors direction Sainte-Foy-la-Grande. 1 heure de route sépare les deux établissements.
Ici, chaque année, près de 12 000 personnes fréquentent cet hôpital, population rurale et âgée. Sainte-Foy-la-Grande se justifie par cette notion d'hôpital de proximité et c'est bien calé sur les besoins de la population. Ces besoins ont été bien identifiés en gériatrie, en addictologie et en besoin de réponse aux situations d'urgence, y compris sur le terrain avec le véhicule SMUR. Posez vos affaires. Pour répondre aux besoins d'une médecine d'urgence et polyvalente, l'hôpital vient de se doter d'un nouveau matériel de radiologie et d'un scanner. Voilà, très bien. C'est un gain de temps pour le personnel, pour les patients, pour effectuer les soins, pour toute la population foyenne, pour éviter tous les transferts sur Libourne ou Bergerac. Plus au nord de Libourne, la région de Coutras et ses 22 000 habitants souffrent d'un manque de médecins. D'où la création unique en France d'un centre hospitalo-communal ouvert depuis quelques mois en centre-ville. Sur Coutras, 4000 administrés n'avaient pas de médecin référent, donc vous pouvez imaginer qu'il y en avait encore beaucoup plus sur le bassin de vie. La collectivité porteuse du foncier et l'hôpital de Libourne organisent ce qui est son métier, c'est-à-dire la santé publique. Gérés en association loi 1901, les praticiens sont libérés des contraintes financières et administratives. Les médecins sont à la fois salariés, avec une période de 35 heures classique, et donc avec un revenu moyen classique fixe, et au-delà des 35 heures, ils sont payés à l'acte. Donc ce qui fait que ça a donné de l'attractivité et ça a permis de faire revenir des médecins sur notre territoire. C'est un choix pour les conditions de vie de travail et de vie familiale à côté aussi, parce que l'intérêt du travail ici, c'est qu'on a aussi des horaires libres en dehors et qu'on est déchargé de toutes les charges administratives. On va avoir en plus 2 médecins dentistes qui vont venir sur la partie, donc la deuxième partie du centre hospitalo-communal, et qui seront rejoints encore par 2 autres médecins dans un second temps. Véritable lien entre la ville et l'hôpital, la formule devrait bientôt séduire des médecins spécialistes. L'hôpital ne peut pas être insensible au fait de la désertification médicale, que ce soit médecine libérale ou médecine spécialisée. Effectivement, le fait d'avoir des médecins à proximité, à 20 minutes de l'hôpital, évite certainement des passages aux urgences. Le développement du GHT, groupement hospitalier de territoire, a pour objectif une meilleure offre de soins dans les différents établissements de Gironde, dont le CHU de Bordeaux reste le pôle central. Nous avons avec le CHU de très bonnes relations, ce qui nous permet donc d'avoir également une très bonne communication entre nous, et donc tout ça ceci au service du patient, parce que nous montons des projets, nous partageons également des équipes, nous partageons des expériences, et ça ne peut être que positif. Grâce à des investissements continus, l'hôpital de Libourne est attractif. Il est à la pointe de la technologie, comme avec ce robot chirurgical dernière génération. En 2020, il y aura la création de 3 nouvelles salles de bloc opératoire, avec notamment une salle hybride comprenant un scanner dernière technologie. On est déjà en train de voir l'avenir. Du matériel high-tech dans des bâtiments flambant neufs pour travailler dans une ambiance quasi familiale, de quoi inciter de jeunes médecins à quitter Bordeaux. Ce dynamisme des techniques, le dynamisme des équipes chirurgicales, donc beaucoup de chirurgiens qui viennent du CHU de Bordeaux, qui ont été formés et qui maintenant vont perpétrer l'excellence du CHU à l'hôpital de Libourne. C'est un hôpital qui ne diminue pas, qui monte, que ce soit pour ses investissements, pour son personnel, pour la prise en charge de ses patients. Faire de la recherche et se projeter dans l'avenir, c'est le choix qu'a fait cette jeune chef de clinique du CHU de Bordeaux en rejoignant le service d'hématologie de Libourne. Me proposait d'avoir accès à la même qualité de prise en charge pour les patients, la même qualité des soins en termes de chimiothérapie, mais aussi de pouvoir développer un axe qui me tient à cœur, c'est la recherche clinique. Donc c'est le développement et le suivi de nouveaux médicaments pour les patients d'hématologie. Et c'est vraiment un axe fondamental dans la prise en charge de nos patients. Et de ne pas avoir de limites, ou du moins avoir que des propositions de développement, c'est quelque chose qui est vraiment très attractif pour un jeune médecin. Bonjour, je suis le docteur Modaz. Intégrer un nouvel hôpital, une nouvelle équipe, c'est le challenge qu'a relevé cette gynécologue. On va calculer le risque de trisomie 21. Ça met une dynamique, il faut restructurer les consultations, le service de la maternité. Donc c'est vrai que
toute l'équipe d'obstétriciens, on s'est réunis pour se réorganiser, les nouvelles façons de travailler. Puis c'est le moment aussi de pouvoir participer à l'élaboration d'un nouveau service. Alors que les équipes de Libourne prennent possession du nouvel hôpital, des projets sont déjà à l'étude. La création d'un service de médecine nucléaire, l'ouverture d'un nouveau centre hospitalo-communal à Sainte-Foy-la-Grande. De taille humaine, cet établissement attire de nouveaux médecins et reste le pivot de l'offre de soins de la population du Nord-Gironde. Aujourd'hui en France, près d'un tiers des médecins encore en activité sont âgés de 60 ans ou plus. Leur départ à la retraite est imminent. Leurs patients auront-ils alors la même offre de soins qu'aujourd'hui ? Difficile de le prédire dans un système de santé en pleine réorganisation. En attendant, les déserts médicaux gagnent du terrain. Même Paris est touché. La capitale a perdu 20% de ses généralistes en 10 ans. Dans le prochain numéro d'Enquête de Région, on s'intéresse au rugby. D'ici là, retrouvez-nous sur le site internet de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Merci de nous avoir suivis.